Et nos revenus, c'est de l'ordre d'1 million de dollars par mois. Vous avez intégré le programme de Y Combinator, le plus célèbre accélérateur de start-up au monde, qui est situé en Silicon Valley. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette expérience-là? Ouais, bien sûr, je peux raconter un petit peu ça. Commencer le podcast, 1 minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un coup d'œil non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissés les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociation de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 K par an, de lancement en freelance en moins de 2 semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Jean Patry, CEO de Mojo. Merci de me recevoir, Lilian. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour commencer et que tu nous présentes aussi Mojo. Bien sûr. Oui, moi c'est Jean, je suis le cofondateur de Mojo. Mojo, c'est une application qui permet à tout le monde de créer du contenu animé pour les réseaux sociaux de qualité professionnelle. Et donc, pour ma part, je suis un ingénieur de formation, passionné par les mathématiques, la musique, la vidéo, le design. Et j'ai commencé comme développeur dans des startups qui bossaient aussi sur des applis mobiles dans la vidéo. Ensuite, j'ai fait un passage chez GoPro quand la startup dans laquelle je travaillais s'est fait racheter. Et j'ai ensuite quitté GoPro avec mon associé que j'ai rencontré dans la startup qui s'est fait racheter. Et c'est comme ça que c'est de là qu'on a lancé Mojo. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur Mojo, que ce soit en termes de revenus, nombre d'utilisateurs, la taille de l'équipe, etc. Bien sûr. Donc Mojo, on approche bientôt les 30 millions de téléchargements. Depuis notre lancement il y a 3 ans et quelques. Maintenant, ça fait un tout petit peu plus de 3 ans. On a quelques centaines de milliers d'abonnés payants. Et nos revenus, c'est de l'ordre d'1 million de dollars par mois. Avec une équipe une petite équipe encore d'une quinzaine de personnes. D'ailleurs, je crois que vous recrutez pas mal en ce moment. On recrute beaucoup, ouais, effectivement. On cherche notamment un Head of Growth, beaucoup d'ingénieurs pour Android, le web. On cherche aussi un Senior Product Manager pour nous aider à travailler sur l'appli. Et pas mal d'autres offres qu'on peut retrouver en ligne sur notre site. On mettra le lien en description pour les gens que ça intéresse. Donc je vous invite à regarder la description si vous voulez en savoir un peu plus sur les offres de recrutement chez Mojo. Tu nous as parlé de tes expériences précédentes dans d'autres startups. Est-ce qu'il y a des leçons particulières que tu as tirées de ces expériences-là qui t'ont vraiment aidé, qui ont été des leçons fondatrices, je dirais, dans le lancement de Mojo? C'est une bonne question. Je pense que ce que j'ai appris en tant qu'employé dans des startups, c'est que là où j'ai fait mon meilleur travail, c'est sur les sujets qui me passionnaient le plus. Et que c'est souvent là où en fait on arrive à faire des choses qui sont vraiment, on va dire, qui ont une valeur importante, où on arrive à aller vraiment plus loin sur certains domaines, c'est quand vraiment on adore ça et qu'on est prêt à y passer beaucoup de temps. Donc je pense que j'ai compris en fait que la résilience et l'intensité
sur la durée, on va dire, sur un sujet permet d'aller très très loin et que c'était vraiment ça la clé, on va dire, de repousser un peu les limites de certains domaines, quoi. Vous avez participé, vous avez intégré le programme de Y Combinator. Alors pour ceux qui ne connaissent pas YC et qui écoutent ce podcast, c'est le plus gros, le plus célèbre accélérateur de start-up au monde qui est situé en Silicon Valley. Il y a d'énormes startups qui sont passées par cet accélérateur. Il y a Airbnb, si je dis pas de bêtises, il y a aussi Dropbox, enfin des Stripe, enfin des boîtes qui sont aujourd'hui des géants. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? C'était comment? Est-ce que, j'imagine, du coup, vous avez dû déménager parce que je crois que c'est obligatoire lorsque tu intègres le programme. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette expérience-là? Ouais, bien sûr, je peux raconter un petit peu ça. Donc, on a participé, on a postulé en fait à cet accélérateur juste quand on a quitté notre job chez GoPro à l'époque. Et donc on était deux chômeurs qui essaient de monter une boîte et qui sont dans un coworking et qui essaient des trucs. Hein, c'était ça un petit peu notre quotidien, on va dire. Et pourquoi on a postulé à Y Combinator? Bah, à vrai dire, c'était parce que c'était le seul accélérateur qu'on connaissait, c'était le plus connu. On avait vu que la deadline pour postuler était pas loin, donc on s'est dit bon, on n'a rien à perdre en fait. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait, on va dire. Et en fait, il s'est passé un truc amusant parce qu'on travaillait sur un projet pour faire un produit d'analytics pour les applis. On essayait de résoudre un peu un problème qu'on avait eu en tant qu'appli à l'époque. Et en fait, pendant qu'on a postulé, entre le moment où on a postulé et on était accepté au premier tour, qui était une interview visio, on a changé de projet. Et du coup, on a reçu un mail qui nous a dit vous êtes accepté pour la première étape pour la visio, et on a dit mince, on bosse plus là-dessus quoi. Donc là, on a eu le choix, est-ce qu'on fait semblant de bosser encore là-dessus et on va là-bas sur ce projet, ou on dit qu'on a arrêté à quelqu'un qui nous connaît pas et qui va nous juger sur cette base-là. On s'est dit que de toute façon, on voudrait pas bosser sur ce projet qu'on a mis de côté parce qu'on pensait que ça marcherait pas, donc autant y aller franco. Et donc c'était un moment un peu lunaire, la visio a commencé, on s'est retrouvé avec quelqu'un de Y Combinator en face de nous qui nous a demandé bon alors sur quoi vous bossez, c'est ce projet. On a dit non en fait on vous arrête tout de suite, on bosse plus du tout là-dessus. On fait une application de réalité augmentée pour le grand public, donc vraiment en plus aucun rapport. Et il s'est pas démonté, il a dit ok, on a envoyé une vidéo YouTube qui était une vague démo de ce sur quoi on bossait. Et je crois qu'en fait ce qui l'a impressionné c'est que ça faisait une semaine qu'on bossait dessus, on avait déjà une démo de ce que l'appli permettait de faire quoi, qu'on avait fait en 5 jours. Et du coup bon il savait pas ce qu'on valait, il savait juste qu'on était rapide. Et donc je pense que c'est ça qui nous a permis de passer au tour suivant et puis je pense d'être accepté de façon générale parce que si on l'a compris après mais dans la philosophie Y Combinator un des plus on va dire des plus grands prédicateurs de succès pour les startups c'est la vitesse parce que de toute façon tout le monde se mange des murs et va faire énormément d'erreurs, donc la question c'est plutôt de les faire vite et d'en apprendre le plus rapidement possible. Et donc pour parler du programme plus spécialement, non, ça a été assez fantastique pour nous. Je pense que, pour résumer ça, je pense qu'on a appris en 3-4 mois. Donc c'était 3 mois de programme et 1 mois en plus pour ensuite faire un peu de networking sur place. On a appris ce qu'on aurait appris, je pense, naturellement, peut-être en 1 an et demi. Donc on a vraiment eu la sensation de gagner beaucoup de temps sur les sujets product, marketing, monter une boîte, une stratégie, comment voir grand aussi. Je pense que c'est ça qui nous manquait et que sur lesquels les Américains sont assez forts, voire des fois ils voient un peu trop grand, mais clairement c'est aussi c'était aussi un décalage culturel je pense qui nous a vraiment tiré vers le haut. Quelles sont les leçons? Tu parlais de marketing, de product. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager de choses que tu as apprises, peut-être contre-intuitives, où tu disais c'est comme ça qu'il faut faire? Et finalement, en discutant, ou peut-être via l'expérience d'autres entrepreneurs ou des gens qui vous ont accompagné chez YC, ils vous ont montré une autre façon et ils vous ont prouvé finalement que cette manière-là, elle était beaucoup plus pertinente. Ouais, bien sûr. Je pense que j'en ai des dizaines, mais alors je vais peut-être en donner les plus frappants, ou en tout cas ceux qui me reviennent là tout de suite. Le premier, je dirais, c'est peut-être plus une méthodologie de productivité, mais c'est de se dire en fait quand on travaille sur un projet, surtout un projet très risqué, donc il y a énormément de chances de ne pas voir le jour ou de se casser la tête pour 1000 raisons.
l'approche en fait, c'est plutôt d'essayer d'éliminer les risques en fait les plus importants le plus rapidement possible. Et donc ça c'est vraiment, je dirais, la philosophie Y Combinator. Et je pense le truc qui a été le plus transformatif dans notre façon d'approcher le fait de monter un projet, c'est qu'en fait, l'idée c'est pas d'optimiser ses chances de succès, mais plutôt de dérisquer au maximum la principale raison qui pourrait faire que ça ne marche pas. Donc, et comment ça s'est manifesté avec Mojo? Je pense que ça s'applique à beaucoup d'idées de projet, mais par exemple, quand on travaille sur une idée très très jeune, le principal risque en fait du projet, c'est qu'on ne soit pas en train de résoudre un problème en fait. C'est qu'en fait on fait un produit ou on fait quelque chose et en fait tout le monde s'en fiche et c'est pas vraiment un problème que les gens ont, ou alors c'est pas un problème suffisamment aigu, c'est souvent ça le cas. C'est pas un problème suffisamment aigu pour que les gens soient prêts à sortir leur carte bleue et vraiment payer pour ça. Et donc si on inverse ça et qu'on le voit comme un risque, la question qu'on se pose c'est est-ce que vraiment les gens seraient prêts à payer pour ça? Et du coup la réponse, et donc quand on se pose cette question comme ça, plutôt que de se dire je vais passer 6 mois, 1 an à créer un produit, le sortir, faire un grand lancement et voir si ça marche, on se dit il y a peut-être des façons plus rapides de répondre à cette question. Et de se dire en fait comment je pourrais optimiser le fait dans le maximum de temps que la réponse à cette question soit non. Et donc me manger un mur en fait. Comment j'optimise pour me manger un mur le plus rapidement possible sur ce qui me fait le plus peur. Et donc là dans ce cas-là, souvent ça va être d'aller parler à des gens en fait qu'on pense avoir le problème, et donc d'appeler des tonnes de gens, voire de les trouver une façon de les faire payer ou de les faire s'engager pour quelque chose qui ressemble le plus à du paiement avant même d'avoir construit quoi que ce soit. Et donc ça c'est un exemple qui je pense s'applique à beaucoup de projets, à beaucoup d'idées. Et donc c'est souvent ce que nous disait Y Combinator, c'est talk to your users, parle à tes utilisateurs, and build your product, et concentre-toi sur ton produit quoi, et ne fais que ça. Et en fait je dirais très tôt dans la jeunesse d'une idée, je pense que c'est vraiment juste faut parler à des gens qui ont le problème si on n'est pas la personne qui l'a directement. Et vraiment essayer de valider que ces personnes-là soient prêtes à payer, non pas uniquement en leur posant la question, mais vraiment en essayant de les faire s'engager d'une façon qui est un signal de ça. C'est super intéressant. Imaginons donc que tu te plonges dans cet exercice. À quel moment est-ce que tu te dis, parce que j'imagine que ça va pas être binaire, tous les gens avec qui tu vas parler ne vont pas acheter, tous les gens avec qui tu vas parler, alors peut-être que si, il y en a beaucoup qui vont te dire non, mais j'imagine que quand tu te lances, tu vois, même si tu es très bon commercial et tout, tu vas avoir un certain pourcentage de succès et d'échecs. Au vu de cela, comment est-ce que tu fais à partir de ce feedback en te disant, comment est-ce que tu prends la décision de te dire ok, je continue, ok, je pivote, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est difficile au début lorsque tu. Je pense que c'est un point assez important, de se dire en fait sur n'importe quel projet, se dire comment arbitrer, à quel moment en fait on se dit ça ne va pas marcher, ou cette question-là la réponse est non, la réponse est oui. Effectivement, c'est pas c'est jamais, on va dire, manichéen sur ce genre d'éléments, surtout quand il y a de l'humain en jeu et qu'on s'intéresse à des gens et les problèmes qu'on résout pour eux. Je dirais que pour revenir un peu à ce qu'on a appris dans cet accélérateur, c'est d'aller chercher des signaux forts en fait. Si les gens sont vraiment prêts à payer pour un produit, plusieurs dizaines, centaines, milliers d'euros, j'en sais rien, ça dépend évidemment de ce qu'on fait. Avant même de payer, ces gens-là doivent avoir un avis vraiment dithyrambique en fait sur le problème qu'on résout. C'est-à-dire que si on peut vraiment changer, rendre 10 fois plus rapide, 10 fois plus simple ou 10 fois meilleure l'expérience qu'ont les gens à faire quelque chose, et qu'on leur propose cette solution-là, normalement ça doit être un déclic pour les gens à qui on parle. Ce qu'ils doivent renvoyer, c'est vraiment mais c'est incroyable, mais bien sûr, mais c'est ce qu'il me faut, mais c'est de la folie, mais vous changeriez ma vie si vous faisiez ça. Et c'est vraiment ce niveau de réponse qu'on cherche. Et si on n'a pas ces réponses-là, je pense qu'il faut se dire que c'est non. C'était quoi l'idée initiale de Mojo? Parce que tu nous as parlé de réalité augmentée. Ce qui me semble pas être le cas aujourd'hui. Non, tout à fait. Ce projet de réalité augmentée, c'était l'appli sur laquelle on bossait avant, avec laquelle on a participé à Y Combinator, et qu'on a fini par mettre de côté il y a 3 ans et demi, parce qu'effectivement ça marchait pas comme on voulait, et on n'arrivait pas à faire décoller le projet. Et donc Mojo, le point de départ, je dirais que c'était une conviction sur le marché. Je dirais 2 choses.
il y a 3 ans et quelques, le format Stories sur les réseaux sociaux était déjà dominant, était déjà bien présent, c'était déjà sur Instagram, sur Snapchat. Et nous, on trouvait qu'il pouvait le devenir encore plus, et qu'il était trop statique, que c'était pas possible de créer du contenu vraiment professionnel, et qu'il manquait d'outils en fait pour vraiment pouvoir se l'approprier, notamment pour les professionnels. Donc ça, je dirais que c'est un premier constat. Et le deuxième, sur lequel on n'était pas d'accord avec mon associé à l'époque, c'était que l'endroit pour créer du contenu professionnel pour les réseaux sociaux, c'était le mobile et pas l'ordinateur. Parce que en fait, c'est des sessions de travail relativement courtes. On crée du meilleur contenu quand on le crée à l'endroit où les gens vont le consommer, parce qu'on se met on se projette, on se met à la place des gens qui vont le regarder, et parce que aussi, pour beaucoup de plateformes, on peut uniquement poster sur ces plateformes-là depuis son téléphone si on n'utilise pas des outils tiers. Donc pour toutes ces raisons-là, on pensait que c'était, en tout cas je pensais à l'époque que c'était mieux le mobile. Après mon associé était quand même quelqu'un de très intelligent et très flexible, donc il a accepté de prendre le pari avec moi et effectivement c'était la bonne piste. Et donc je dirais que c'était ces deux choses-là, et du coup partant de ces 2 constats, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'il faut construire, qu'est-ce qu'on peut faire étant donné ça, et on s'est dit qu'il manquait en fait d'outils qui permettent à n'importe qui, des gens qui sont pas des designers, de créer du contenu professionnel depuis leur téléphone, et d'abord pour les stories. Et là, ce qu'on voulait ajouter aussi, c'est que ce soit du contenu animé, parce qu'on trouvait que c'était un format trop statique et qui était pas assez moderne selon nous, qui venions du monde de la vidéo et qui imaginons tout en mouvement. Et c'était vraiment ça le point de départ. Et après, on a essayé plein de concepts, des collages, des applis de typographie. Et au final, c'est quand on a mélangé un peu tout ça en arrivant à ce concept de poster animé, déjà tout fait, dans lesquels les gens peuvent remplacer avec leur propre contenu, modifier tout ce qu'ils veulent et partager ça directement depuis l'appli. Voilà, quand on a eu ça dans les mains, on s'est dit ok, il y a quelque chose. Faut qu'on mette ça sur les App Stores, et qu'on voit voilà, si effectivement les gens mettent leur carte bleue. Continuons sur un tout autre sujet qui est plutôt le modèle économique et l'acquisition. Quelles sont les datas, quelles sont les métriques qui sont importantes de traquer sur une application comme Mojo? Alors il y en a pas mal, mais il y en a des plus importantes que d'autres. Ça c'est vrai. Je dirais que pour une application, et c'est pas lié au fait que ce soit une application, c'est pour un business d'abonnement comme le nôtre, parce que notre business model c'est un modèle freemium, donc l'application est gratuite en téléchargement, mais les gens peuvent s'abonner à la partie premium de l'application en payant un montant tous les mois ou chaque année. Et donc pour des business comme celui-là, qui est un business assez familier, hein, les gens sont habitués à Spotify, à Netflix, voilà, il y en a plein maintenant. Je pense que tout le monde s'est habitué à ce genre de service. Ce qui est le plus important pour savoir si en fait c'est un business qui peut être pérenne et qui peut avoir un impact, une présence mondiale massive, c'est à quel point les gens sont prêts à se réabonner, surtout. Donc ça, je dirais, s'il y a vraiment une métrique à regarder, c'est le réabonnement mensuel, annuel, après 1 an, 2 ans, 3 ans. Et évidemment, quand on vient lancer son produit, on n'a pas 3 ans de métriques et de recul. Mais donc, ce qu'on va regarder, c'est des signaux, en fait, des métriques qui permettent, on appelle ça des proxies, qui permettent d'anticiper le futur et d'imaginer comment les gens vont pouvoir se comporter dans le futur, étant donné comment s'est passé leur première semaine ou leur premier mois. Donc, je dirais que c'est ça la métrique la plus importante pour le futur du produit et pour ce qu'on appelle le product market fit. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire un grand business qui résout des problèmes importants pour beaucoup de gens? Et pour, je dirais, plus le quotidien, étant donné qu'on est un business d'abonnement, on va regarder un petit peu la même chose que Netflix ou Spotify, combien on a d'abonnés actifs. Donc combien de personnes sont abonnées et utilisent le produit. Dans notre cas, c'est chaque semaine, parce qu'on a un produit d'usage hebdomadaire. Et donc on va regarder voilà, combien on a d'abonnés chaque semaine qui lancent le produit. Comment est-ce que vous avez déterminé le prix de l'abonnement? Alors, je pourrais inventer un raisonnement sophistiqué, mais je pense que quand on s'est lancé tous ces sujets-là, c'était très artisanal, hein, on va être honnête. Néanmoins, il y a une chose qu'on a fait bien, et je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a appris à Y Combinator.
c'était l'idée que quand on essaie de déterminer le prix de son produit initial, si on met pas un prix avec lequel on est mal à l'aise parce qu'il est trop élevé, c'est que c'est pas assez cher. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a essayé de mettre le prix, le premier prix où on se disait non, c'est un peu too much. C'est un peu, on n'est pas à l'aise de demander ça aux gens pour payer pour notre produit. Et à l'époque c'était $10 par mois. Et on n'a pas forcément adapté, donc c'était 10 € par mois aussi. On se préoccupait pas des taux de change. Et effectivement, à l'époque, sur ce qu'on faisait, donc la photo, la vidéo, le prix d'appli, c'était les plus chers, c'était plutôt autour de 5 $, 5 € par mois. Donc, ah oui. On s'est vraiment positionné vraiment au-dessus. D'autant que quand on a lancé l'application, nous, ce qu'on propose, c'est des modèles de contenu, donc des contenus déjà tout faits. On en avait une dizaine dans l'application, alors que maintenant, on en propose plusieurs centaines. Et donc à l'époque, voilà, on avait 3 modèles gratuits et 7 modèles payants. Donc on proposait aux gens de s'abonner $10 par mois pour débloquer 7 styles, quoi. Donc c'était vraiment entre guillemets très cher payé. Mais au moins ça permettait d'avoir un signal très fort en fait, de dire les gens ne payent pas juste parce que c'est pas cher et du coup ça n'a pas d'importance. Si les gens s'abonnent à un produit comme ça, c'est que vraiment ils y trouvent de la valeur, qui était la principale question à laquelle on cherchait à répondre quand on lançait le produit, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Et donc si c'est ça la question à laquelle on essaie de répondre, vaut mieux que ce soit trop cher. Parce qu'au pire, ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que les gens disent c'est trop cher. Mais ça veut dire que au moins ils ont de l'intérêt à payer, s'ils se plaignent du prix. Aujourd'hui, comment a évolué votre prix et quelle a été votre réflexion autour de ça pour le faire évoluer, ce prix? Alors, pour être honnête, on n'a pas fait beaucoup de tests autour du pricing depuis. Je pense pour 2 raisons, parce que on était à un stade d'avancement du business où en fait c'était plus intéressant d'essayer de faire continuer à grossir le business que d'essayer de l'optimiser. Donc voilà, de trouver le prix parfait qui va nous faire gagner plus 10%, plus 20%, etc. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on n'a pas mis encore beaucoup d'efforts là-dessus. Et la deuxième, c'est parce que je dirais qu'entre temps, le marché sur le mobile, il s'est beaucoup structuré. Et donc, notre offre est devenue un peu plus standard, je dirais. Et donc, ça a donné aussi un ancrage un peu naturel pour notre pricing, sur lequel on s'est pas posé beaucoup de questions. Pour autant, on a fait des tests dans plusieurs pays, mais au final, on est toujours revenu autour à peu près du même pricing, donc ça n'a pas énormément bougé. Mais je pense que maintenant qu'on propose des choses plus avancées, notamment qu'on s'intéresse aux équipes qui veulent travailler avec Mojo, je pense que ça pourra bouger un peu plus. Alors, lorsque vous avez fait Y Combinator, vous avez levé de l'argent. Est-ce que tu peux me parler de ce processus-là? Comment est-ce que vous avez pris la décision de lever de l'argent? Est-ce que aujourd'hui vous êtes dans une dynamique où vous allez vous dire on va relever? Et si oui, pour quelle raison? Et sinon, pour quelle raison? Ok. Alors, concernant notre première et seule levée de fonds, à l'époque, on a levé à peu près un demi-million de dollars au moment où on a fait Y Combinator. Donc juste avant et pendant, on va dire. Donc c'était ça, on l'a fait sur quelques mois. Et je pense qu'à ce moment-là, l'idée c'était de se dire, il va nous falloir potentiellement 1 an, 2 ans pour essayer de lancer un business. Hein. C'est ce qu'on dit souvent pour lever de l'argent, c'est qu'il faut se projeter à 18 mois. Il faut 18 mois de runway, donc d'argent qu'on peut dépenser et qui vont soutenir les dépenses pendant cette durée-là, jusqu'à ce que on arrive à l'équilibre. Et donc c'était un peu dans cette optique-là qu'on a levé, d'avoir assez d'argent pour tenir 18 mois, essayer plein d'idées, essayer d'avancer le produit, qui à l'époque était différent. Et donc voilà, ça c'était un peu le point de départ, je dirais. Et la façon dont ça s'est passé, nous je dirais qu'on avait un petit peu de chance, au sens où on était les premiers employés d'une startup qui s'était faite racheter, et donc on avait des bons contacts avec nos anciens boss, on va dire leur monde un peu rapproché. Donc ça a été un accès, je dirais, un petit peu plus naturel au départ de la levée de fonds. Et après, on a fait Y Combinator, et à la fin, il y a eu
Pour ceux qui connaissent le fameux Demo Day, donc on se retrouve sur scène à présenter devant 500 investisseurs, donc c'était assez impressionnant. Je pense que c'est un moment dont je me rappellerai. Et on prépare presque pendant un mois quand même ces 2 minutes de temps parole, 7 minutes de temps parole. Ah oui. C'est quelque chose. Alors attends. Elle ressemble à quoi ta présentation lorsque tu es face à 500 investisseurs? Déjà on les voit pas parce qu'on a une lumière écrasante, mais on sait qu'ils sont là. Et c'est 1 minute de présentation avec des slides où on doit vendre la vision, le produit, l'équipe, le business et convaincre des investisseurs potentiels d'investir dans le produit, dans le projet. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu sors de scène? Est-ce que les investisseurs sautent sur les gens en essayant de leur donner leur argent? Alors peut-être que ceux qui étaient les rockstars du Demo Day ont vécu ça. Moi, c'est pas ce qui m'est arrivé. Après, ce qu'il faut savoir à Y Combinator, c'est que c'est très standardisé. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel où les investisseurs peuvent nous mettre des likes s'ils nous ont bien aimés. Si on les aime bien aussi, on peut les rencontrer. Enfin, tout est contrôlé par un logiciel qui est assez bien fait. Et aussi si je me trompe pas, c'est le lendemain, il y a une sorte de table ronde ou je sais pas comment on peut appeler ça, une journée porte ouverte où on est installé à une table et c'est les investisseurs qui étaient intéressés par notre projet qui défilent. Donc ça c'est aussi pas très usuel, je pense. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres endroits où ça se passe comme ça. Et je dois dire, il y a des investisseurs qui sont venus nous voir toute la journée, mais on s'est mangé un énorme mur quand on a essayé de lever de l'argent après Y Combinator. Je pense parce que notre projet était pas sexy peut-être comme d'autres projets et clairement quand j'y repense, effectivement, on voulait faire l'Instagram de la réalité augmentée, donc un réseau social où les gens pouvaient ajouter des éléments dans le monde réel. Les perspectives de monétisation, de revenus, c'était pas très clair quoi à l'époque. Si ce n'est d'avoir des millions d'utilisateurs quotidiens et de faire de la pub, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais été investisseur à l'époque à des monnaies de l'autre côté, je ne serais pas forcément donné de l'argent à ce moment-là. Si ce n'est si je connaissais un petit peu, peut-être je nous connaissais en tant qu'équipe et je savais qu'on était rapide, qu'on testait plein de choses, d'où on venait. Mais en fait, aux États-Unis, on était personne quoi. Le seul on va dire mot clé que les gens pouvaient connaître, c'était GoPro et c'était pas forcément aussi bien que ce que les autres pouvaient mettre sur leurs slides, on va dire. Donc ouais, je pense que ça a été un des plus gros échecs que je me suis mangé, ouais. Je me rappelle, j'avais une spreadsheet avec une centaine d'investisseurs que j'ai tous contactés et qui ont quasiment tous dit non quoi. Je force un peu le trait parce qu'on a quand même réussi à lever de l'argent à ce moment-là et on a eu assez d'argent pour les 18 prochains mois jusqu'au moment où le business a décollé avec Mojo, donc au final ça s'est très bien passé. Mais pour autant, pour l'ego, je me souviens que c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une dynamique de levée de fonds C'est vrai que tu m'as posé aussi cette question à laquelle je n'ai pas répondu. Pour l'instant, non. La principale raison, c'est parce que on peut vivre de nos revenus et continuer à faire grossir la team et continuer à avancer grâce à l'argent que Mojo génère. Mais pour autant, notre réflexion là-dessus, elle est extrêmement simple. C'est si à un moment donné, on pense qu'avoir plus d'argent que ce qu'on peut dépenser ou ce qu'on a en banque nous permettrait d'aller plus vite, c'est sûr qu'on lèvera de l'argent à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas parce que on a le luxe de pas être dans cette situation-là, je dirais. Mais sinon, effectivement, on le ferait, ouais. Petite question pour alimenter la guerre entre les développeurs iOS et Android. Quelle est la version qui génère le plus de revenus à l'heure actuelle? Est-ce que c'est Mojo iOS ou est-ce que c'est Mojo Android? Je pense que comme pour la grande majorité des applications de notre catégorie, c'est iOS et de très loin. Ah oui, de très loin? Oui, de très loin. C'est vraiment des ordres de grandeur. Ça veut dire quoi, très loin? C'est des ordres de grandeur, voilà, 1 pour 5, 1 pour 10, quoi, entre les deux plateformes. Waouh! Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à Mojo.
C'est vrai, je pense, pour la plupart des applications de la catégorie photo et vidéo qui font des revenus relativement importants. Et ça, il y a, voilà. Après, c'est peut-être là où il y a le débat. On peut essayer de. Mais moi, pour moi, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que notamment sur de la vidéo, avec la fragmentation des téléphones sur Android, c'est beaucoup plus difficile de faire une application de la même qualité. Et ça demande beaucoup plus de travail. Et donc au final, les applications qui arrivent à ça sont souvent des applications qui sont à un stade plus avancé. Donc ça, déjà, je dirais que c'est une première raison. La deuxième, je dirais qu'elle est à la fois démographique et socio-économique. C'est que les pays dans lesquels Android est beaucoup plus répandu sont des pays où les gens dépensent en moyenne moins sur leur téléphone. Et donc ça, c'est un aspect, je dirais, démographique. Et l'aspect socio-économique aussi, c'est que les téléphones iOS, c'est de moins en moins vrai, mais en moyenne, je dirais, sur l'ensemble du parc, coûtent un petit peu plus cher. Et c'est aussi des profils d'utilisateurs qui sont plus habitués à dépenser pour des applications sur leur téléphone, en général. Donc comment dire, la dépense moyenne par utilisateur entre iOS et Android, c'est aussi les mêmes ordres de grandeur. Hein. C'est x5 à peu près, je crois, entre iOS et Android. Là où en fait les développeurs d'applications s'y retrouvent, c'est qu'il y a 3 fois plus de monde sur Android. Donc on est presque à égalité en termes de revenus et de dépenses consommateurs sur les deux plateformes. Et je pense que une dernière raison qui nous concerne plus spécifiquement avec Mojo, c'est que on a lancé l'application Android 1 an plus tard, un peu plus. Donc on a aussi un petit peu je dirais de décalage entre les deux produits de maturité. Et ça peut aussi expliquer cette différence. Quels sont vos principaux canaux d'acquisition d'utilisateurs aujourd'hui? Alors, je dirais que déjà essentiellement c'est ce qu'on appelle l'organique ou du bouche à oreille. C'est beaucoup des gens qui découvrent notre produit sont des gens qui ont vu en fait le contenu créé avec l'application posté par d'autres personnes et qui ont envie de faire la même chose et disant voilà, avec quelle appli t'as fait ça. Et donc c'est beaucoup des gens qui vont chercher Mojo sur les l'App Store ou le Play Store qui nous trouvent. Donc ça c'est l'essentiel, je dirais, de notre trafic. Et après de plus en plus on fait de la pub sur les réseaux sociaux. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour les applis, qui est assez naturel parce qu'en fait les gens vont voir la pub pas très loin de l'endroit où ils vont pouvoir la télécharger, donc c'est quelque chose d'assez naturel. Et on travaille aussi de plus en plus avec les créateurs, donc influenceurs, créateurs, parce que notamment sur TikTok, sur Instagram, où ça se fait de plus en plus et en fait on a déjà beaucoup de créateurs qui partent de notre produit naturellement, donc la seule chose qu'on essaie de faire en fait c'est d'être en contact avec eux, de créer des relations, d'essayer un petit peu de booster ce qu'ils font déjà naturellement pour notre produit, pour essayer un peu d'amplifier en fait quelque chose qui se passe déjà assez naturellement avec Mojo. À quoi ressemblent vos publicités aujourd'hui? Alors je te dis pourquoi je pose cette question. Ce que j'ai pu constater de mon point de vue, c'est que très souvent, les publicités que je vois d'applications mobiles, elles vont démontrer le fonctionnement de l'app. Donc il va y avoir un acteur qui va, parfois même on voit l'écran filmé, enfin même souvent, de qu'est-ce qui se passe sur l'application, et on a une vision accélérée pour très rapidement voir qu'en quelques clics, on peut avoir un résultat qui est génial. Je pense à cette pub, je me souviens même plus de l'app, d'une personne qui dit comment faire une photo de profil comme celle de Will Smith. Je sais pas pourquoi je me suis fait targeter par cette pub, je sais pas si ça te parle le nom de l'app, et du coup qui montre ça en 3 secondes, et effectivement le résultat il est assez bluffant, et je me dis ok, est-ce que aujourd'hui toutes ces apps qui sont sur l'App Store, elles ont tendance à utiliser cette stratégie qui est de montrer quelque part, puisque c'est très visuel, et j'imagine que Mojo aussi, le fonctionnement de l'app et surtout le résultat qu'on peut obtenir en utilisant une app comme Mojo par exemple. Ce que je peux te dire, c'est que les applications qui ont plus de succès en publicité mobile, c'est celles qui testent des centaines de concepts en fait de pub. Donc c'est celles qui font le plus de tests et qui essaient le plus de choses. Après, effectivement, il y a quelques formats qui se détachent un peu, vers lesquels peut-être qui ont des meilleures performances et vers lesquels tout le monde converge un peu parce que on voit, on va dire, les super apps faire ces pubs là. Donc on va essayer aussi. Et effectivement, on va voir que ça marche mieux.
Et donc effectivement, je dirais qu'il y a deux types vraiment de contenu qui fonctionnent bien, je trouve, en pub pour des applications. Le premier, c'est celui qui ressemble pas vraiment à une publicité, parce que finalement les publicités mobiles, c'est beaucoup des interstitiels, donc qui s'intègrent entre deux contenus que les gens consomment qui sont pas des publicités. Et en fait, l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que les gens ne passent pas en fait à l'élément de contenu suivant en disant ah non, c'est une pub, je zappe. Donc déjà, il faut que les premières secondes ne ressemblent pas à une publicité. C'est fait que les premières secondes donnent cette impression. Donc ça, c'est un aspect qui marche beaucoup, et c'est pour ça que les créateurs, par exemple, c'est un angle qui fonctionne bien, parce que effectivement, c'est vraiment des créateurs qui parlent vraiment du produit. Et les meilleurs contenus comme ça, en fait, ne sont pas des publicités. C'est vraiment des créateurs qui ont créé des contenus qui ont été réutilisés, ou qui ressemblent le plus à des contenus de ce type-là. Et je dirais que le deuxième angle, c'est celui dont tu parlais, c'est en fait de s'éloigner un peu, je dirais, du marketing traditionnel où on va vendre une vision ou un rêve, et de vraiment montrer en fait c'est quoi le produit et comment ça marche. Et sauf qu'on a quelques secondes pour le faire, donc on va souvent accélérer la vidéo pour que en 5 secondes on puisse montrer quelque chose qui prend plutôt 30 secondes ou une minute, voire plus. Et donc ça fonctionne bien parce que c'est what you see is what you get. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la pub, c'est vraiment on peut se projeter dans l'expérience. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut une appli qui fait exactement ce qu'on a vu? Oui, non. La question qu'on se pose est assez simple, et en fait ça élimine une question pour les personnes qui regardent la publicité, de se dire en fait est-ce que c'est vraiment ce qu'on va me vendre? Voilà, si tu vois une pub où tu vois quelqu'un qui tient un téléphone et qui fait quelque chose, tu te dis quand même bon, il y a des chances que je puisse faire ça dans l'application. J'ai l'impression que l'un des enjeux sur le modèle freemium, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre la version gratuite et la version payante. Donc les fonctionnalités gratuites et les fonctionnalités payantes, pour avoir un taux de conversion optimal. Est-ce que tu as l'impression que c'est un enjeu qui est important aujourd'hui, et comment est-ce que vous abordez cette question-là chez Mojo? Je pense que c'est un enjeu faramineux. Je pense que c'est extrêmement important pour une application freemium, parce que c'est vraiment en fait ce sont des produits qui vont reposer en fait sur deux leviers super importants. C'est en fait que c'est un produit qui a une viralité un peu comme celle d'un réseau social, qui est que tout le monde peut télécharger, c'est gratuit, tout le monde peut en parler, donc ce qu'on peut appeler cet effet de viralité organique, de bouche à oreille, qui est proche d'un produit très grand public, même si des fois on résout un problème qui est un peu plus niche, on va dire. Donc à la fois profiter de ce levier-là, et du levier en fait d'un système d'abonnement qui est directement accessible depuis le téléphone. La carte bleue est déjà présente dans le téléphone, et donc on va dire d'une monétisation facilitée. Et donc il faut arriver en fait à un peu jouer sur ces deux leviers pour à la fois que son application soit extrêmement visible parce que tout le monde l'utilise, donc elle va être très visible sur les stores d'applications, sur le web, tout le monde en parle parce que tout le monde peut en profiter, et en même temps emmener le maximum de gens vers la version premium, parce que voilà, c'est comme ça que qu'on monte une boîte et que le business peut avancer, et qu'on peut toucher encore plus de monde, parce que on peut utiliser cet argent pour développer le produit. Et du coup, oui, en fait, c'est un challenge très fort de savoir où est-ce qu'on met la barre. Il y a des avis très variés, je dirais, sur le sujet. Moi, ce que je peux voir en tout cas, c'est que les applications qui font le plus de revenus ne sont pas les plus agressives. Elles ont des fois des modèles quand même qui font en sorte que les gens soient très bien au courant qu'il y a une version premium. Ça, je pense que c'est très important d'éduquer l'utilisateur sur le fait que ce n'est pas un produit gratuit, c'est un produit freemium. Donc si les gens ne savent pas, ils peuvent pas effectivement s'abonner. Mais en même temps, avoir une expérience gratuite qui soit, on va dire, la plus illimitée possible. Pour le tourner autrement, il y a des utilisateurs qui ne paieront jamais. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que, pour plein de raisons, en fait, qui leur sont propres et qui sont tout à fait valides, parce qu'elles sont les leurs. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de brider ces utilisateurs-là, parce que ça ne fonctionne pas en fait. Donc il vaut mieux plutôt faire en sorte que ces gens-là aiment le produit, en parlent, et soient plutôt des gens qui vont aider à propulser, on va dire, la marque, et plutôt en fait se concentrer sur les gens qui vont soit tirer une valeur supérieure du produit parce qu'ils ont une intention professionnelle, parce que ils veulent passer plus de temps dans le produit ou font des choses plus avancées,
et à ce moment-là, essayer eux de les engager vers la partie premium de l'application. Donc je pense qu'il y a à la fois un enjeu de voilà, qu'est-ce qu'on fait payer, qu'est-ce qu'on fait pas payer, mais aussi qui, en fait. Et ça se voit pas forcément dans les applications parce qu'on a l'impression qu'il y a qu'un seul modèle payant, mais en fait, ce que font les super applis, les Tinder, les Calm, les Duolingo, c'est qu'en fait elles vont très rapidement dans l'expérience segmenter les utilisateurs en fonction de ce qu'ils ont fait dans le produit, quelques questions auxquelles ils ont répondu, en se disant ok, est-ce que je vais essayer de plutôt l'engager à la version premium ou plutôt l'engager à partager l'appli, à en parler, et pas forcément chercher à le monétiser, en tout cas pas tout de suite. C'est passionnant comme sujet. Du coup, j'ai quelques questions parce que je t'avoue que j'ai testé Mojo et j'ai voulu faire une story et à un moment, j'ai voulu l'enregistrer. Et alors, je crois, peut-être que je vais dire des bêtises, tu me corrigeras, mais grosso modo, en haut à droite de mon écran, j'avais le bouton pour télécharger, sauf qu'il y avait un petit cadenas dessus. J'ai cliqué dessus et ça m'a redirigé vers l'écran premium en me disant, ben voilà, si vous voulez télécharger votre story, il faut que vous passiez premium. Et j'ai cliqué sur la croix, je suis revenu sur l'écran et là on m'a dit si vous ne voulez pas passer premium, vous avez juste à partager l'application à un de vos amis et vous pourrez la télécharger, votre story. Oui, tout à fait. Donc ça résonne parfaitement quelque part avec ce que tu dis, c'est très intelligent parce que tu te dis ok quitte à ce qu'il ne paye pas, autant qu'il augmente la visibilité de l'application et qu'il ait ce qu'il veut et qu'il soit pas frustré. En tout cas ça fait partie des choses qu'on teste. Donc ça c'est effectivement un exemple d'expérience qu'on fait dans le produit. Et l'idée ça va être de se dire en fait là clairement si tu n'étais pas prêt à payer, peut-être qu'un jour tu voudras t'abonner à Mojo, mais là tu n'étais pas prêt. Et que du coup t'empêcher peut-être de sauvegarder ton contenu dans ce cas-là peut faire en sorte que tu sois tellement frustré que tu ne reviennes jamais. Donc peut-être qu'il vaut mieux en fait te laisser avoir un partage gratuit, en tout cas ce premier, pour que tu vois la valeur et notamment que tu puisses voir vraiment ce qu'on a à te proposer, c'est-à-dire que tu crées un contenu qui soit super, que tu le partages, que les gens te disent ouais c'est incroyable, et c'est là où vraiment tu vas comprendre en fait ce qu'on peut t'offrir. Et donc que tu puisses faire l'expérience de ça sans payer, et peut-être que le faire plusieurs fois en utilisant aussi des modèles gratuits, parce que là j'imagine que du coup t'as voulu utiliser un modèle payant pour te retrouver à cet endroit-là. Peut-être que tu l'as pas vu, mais c'était un modèle payant du coup, et que tu puisses faire cette expérience-là de vraiment comprendre c'est quoi la valeur du produit avant de t'engager pour la version premium. Et ça je pense que c'est un enjeu très très important des applications d'abonnement, c'est en fait comment exposer l'utilisateur à la valeur du produit, à ce moment un peu waouh où l'utilisateur comprend ok c'est ça en fait être premium, ou c'est ça vraiment ce que le produit a à m'apporter, sans pour autant on va dire tout lui donner gratuitement. Et donc voilà. Et donc il y a une question de qu'est-ce qu'on rend payant gratuit, et aussi de temporalité. C'est quoi le bon moment en fait pour se dire cet utilisateur maintenant est intéressé par la version premium, et avant c'était trop tôt en fait. Tu n'avais sûrement même pas eu le temps en fait de vraiment sentir ce que Mojo pouvait t'apporter. Tu as parlé juste avant de personnaliser l'expérience en fonction quelque part du profil utilisateur. Alors je vais peut-être dire des bêtises encore une fois, mais de ce que j'ai compris, peut-être sur Mojo, il y a une part de professionnels qui vont l'utiliser de manière premium parce que dans leur travail, c'est un outil qui leur sert, donc c'est une dépense business, entre guillemets. Donc, intuitivement, je me dis, si je travaillais chez Mojo, j'essaierais de récupérer l'information de est-ce que la personne qui s'inscrit fait une utilisation professionnelle ou non de l'app, et en fonction de cette data-là, je vais lui pousser peut-être un peu plus l'aspect premium que dans le cas où ce serait un particulier. Est-ce que ce sont des personnalisations auxquelles que vous testez aujourd'hui? Oui, clairement. D'ailleurs, si tu désinstalles l'appli et que tu la réinstalles, tu verras qu'on te pose la question. On te demande quand tu lances l'application pourquoi tu veux t'en servir. Est-ce qu'on te dit est-ce que c'est pour du perso? Est-ce que tu as une marque que tu veux mettre en avant? Est-ce que tu as un business où tu veux qu'il y ait plus de gens qui viennent? Est-ce que tu veux vendre plus de choses en ligne pour ton e-shop? Donc oui, effectivement, on pose cette question. Après, je dirais que la différence, c'est pas tant autour de l'agressivité avec laquelle ensuite on va essayer d'emmener les gens vers le premium, mais c'est plutôt que on va plus mettre en avant des modèles
pour les professionnels dans l'application qui ont tendance à être des modèles premium. Donc ce qui au final peut-être a le même effet, mais qui est d'un point de vue perceptif est un petit peu différent et qui est quand même moins agressif. Et je pense que les professionnels comprennent très bien pourquoi quand un modèle de story qui permet de montrer le prix de ce qu'on vend ou les horaires de son magasin peut être payant, alors que un modèle pour montrer ses vacances ou son Noël en famille sont gratuits. Comment est-ce que vous avez découvert les points de data importants qui vont être des... alors, je vais reformuler ma question parce que ce n'est pas clair. Comment est-ce que vous avez découvert vos cibles clients? Parce que de ce que tu me décris là, en tout cas de ce que j'entends, il y a cette idée de dire, OK, il va mettre une marque en avant, il a un e-commerce, tu catégorises quelque part ces utilisateurs-là pour leur pousser un certain contenu. J'imagine qu'il y a dû avoir un process de découverte en amont en se disant, bah, tiens, on se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent notre app et qui sont dans l'e-commerce. Tout à fait. Du coup, on va personnaliser l'expérience, on va mieux les servir avec des modèles, etc., etc. Quel a été le processus de découverte de ces profils utilisateurs? Quelle forme ça a pris? Bah, je dirais que pour nous, ça a passé par deux choses. Une première, c'est de leur parler, tout simplement. Ils nous contactent dans l'application, sur le support, et donc de leur demander qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et puis souvent, en fait, c'est eux qui vont nous le dire. Hein. Ils vont nous dire, j'ai un business de ça, j'aimerais bien faire ça, ça marche pas comme je veux, aidez-moi. Donc déjà, ça nous permet enfin, c'est un premier élément de réponse qui donne des pistes. Et notamment, en fait, ce qu'on va voir, c'est des signaux qui s'additionnent. Donc plusieurs personnes qui, en fait, font le même métier, parlent de la même chose. On se dit, ah, en fait, pas mal de gens qui font des choses autour de ça. Et le deuxième, c'est on a essayé d'encourager en fait le fait que les gens nous partagent leur compte Instagram ou nous taguent sur les réseaux sociaux pour qu'en fait on puisse voir ce qu'ils créent. Et donc c'est passé aussi par regarder ce que les gens créent quand ils nous ont laissé le voir. Et essayer un petit peu de développer le fait que les gens nous taguent et ou nous partagent leur compte Instagram pour que on puisse voir ce qu'ils font avec l'application et voir qui ils sont. Quelles sont les stratégies, les techniques que vous utilisez pour augmenter la conversion d'utilisateurs gratuits à payants? Alors c'est un vaste sujet, mais je pense qu'on fait la même chose que beaucoup d'applications font. Je dirais que c'est le genre de sujet où en fait on va souvent expérimenter les choses qu'on voit dans les applis qui s'en sortent bien et de voir si ça marche pour nous. C'est souvent comme ça comme ça qu'on expérimente sur ce genre de sujet. Donc on va regarder ce que font les super apps comme je les appelle et de dire ok, est-ce que ça marcherait pour nous de tester une façon de fonctionner comme ça. On peut évidemment aussi inventer des choses, mais voilà, on est 15, ils sont 500, donc il faut aussi être un petit peu réaliste et essayer un petit peu. Mais en fait, c'est pas de la copie parce que très souvent il faudra le réadapter pour nous. C'est plutôt voilà, on s'inspire de ce que tout le monde fait, enfin de ce que et en tout cas les meilleurs élèves quoi. Et ensuite on va essayer de le tester à notre sauce, le rendre et voir ce qui marche. Et ça après ça peut prendre plein de formes, mais je dirais que c'est essentiellement autour de éduquer l'utilisateur sur qu'est-ce que l'offre premium, qu'est-ce qu'il y a dedans, donc qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on raconte, est-ce qu'on parle des fonctionnalités, est-ce qu'on parle des bénéfices, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire grâce à nos produits, est-ce qu'on parle de de social proofs comme on dit, donc on met en avant notre note de 4,9 sur le store, le nombre de téléchargements, le fait que Apple nous a mis en avant beaucoup. Et en fait, on va jouer un peu avec tous ces éléments-là en essayant de voir un peu qu'est-ce qui est le plus convaincant pour les gens. Donc ça, c'est beaucoup voilà à travers de qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on montre. Il y a aussi un aspect vraiment autour de la temporalité. Donc de dire c'est quoi le bon moment. À quel moment on informe, à quel moment on essaie de convertir, à quel moment on essaie de relancer. Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément sur lequel on travaille pas mal et toutes les applications le font. Hein. C'est pas spécifique à Mojo, je dirais. Et enfin, c'est autour de voilà qu'est-ce qu'on met derrière ou devant le paywall. Donc qu'est-ce qu'on rend payant et qu'est-ce qu'on rend gratuit. Et de jouer aussi sur cette limite et de aussi créer des nouvelles fonctionnalités payantes qui n'existaient pas dans le produit pour enrichir l'offre aussi. Et voir un peu qu'est-ce qui peut intéresser l'utilisateur.
qu'est-ce que vous avez découvert sur la temporalité? Je dirais que ce qu'on a compris en fait, c'est qu'il y a un temps pour, je dirais, il y a un temps pour éduquer et un temps pour convertir. Et je pense que c'est, et en fait, enfin, c'est quand on le voit en termes de psychologie humaine, en fait, c'est logique. On va pas demander à quelqu'un de payer s'il a pas compris ce qu'on avait à lui vendre. Mais en fait, les applications, comme en fait on peut faire l'expérience très rapide, il y a un petit écran où on veut un peu tout montrer dessus, on veut que ça se passe vite. On sait que les gens en fait testent une appli puis après partent faire autre chose. On a tout envie de faire très très vite. Et sauf que quand on fait ça, en fait, on oublie un peu que voilà, on s'adresse à des êtres humains et que voilà, en fait, c'est comme tout le temps en fait quand on essaie de vendre quelque chose, il faut d'abord faut comprendre. Enfin, faut que les gens puissent comprendre et ensuite qu'ils voient la valeur et puis après qu'ils soient prêts à s'abonner. Et donc vraiment se le faire en différentes étapes. Et donc et pas et ouais et donc vraiment le séquencer, je dirais. Comment est-ce que tu sais quand un utilisateur a compris le service que tu pouvais lui fournir? Très concrètement, dans le cas de Mojo, est-ce que ça va être un certain nombre de téléchargements de stories? Comment, enfin, tu vois, est-ce que vous avez trouvé alors, je vais dire un chiffre magique, mais tu vois, comment est-ce que est-ce qu'il y a une limite mathématique, factuelle que vous avez découverte? Oui, mais c'est le fameux chiffre magique, les 10 amis en 7 jours de Facebook, ou le fait de créer, d'ajouter 10 chansons dans une playlist sur Spotify. Voilà, toutes ces grosses boîtes qui font des business consumer sont posé cette question-là, de dire en fait, c'est quoi une seule métrique qui permet de prédire en fait au mieux le fait que la personne restera engagée dans très longtemps. Donc soit qu'elle reste abonnée, soit qu'elle continue d'utiliser le produit quand c'est un réseau social. À vrai dire, il y a une méthodologie pour ça. Il y a, je me suis penché dessus. Je la veux, s'il te plaît. Ça m'a pris. Il y a une méthodologie pour ça. Je pense que ça peut se trouver en ligne. Product usage, magic number. Je pense que c'est documenté. Mais c'est assez compliqué. Comment dire, ça m'a pris quand même une bonne demi-journée, voire une journée pour arriver à ça. Et ensuite, et nous, ça va être essentiellement, je dirais, et en fait c'est assez logique. Hein. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait on passe beaucoup de temps à creuser ça, puis après on arrive à quelque chose où on se dit bon, c'est vrai que ça a du sens. Et dans notre cas, c'est effectivement le nombre de partages. C'est le nombre de partages, notamment dans un temps relativement court. Donc par exemple dans la première semaine. Et donc je vais pas forcément donner les chiffres précis, mais bon, en gros c'est l'idée, c'est que voilà, à partir d'un certain nombre de partages, en fait on va se dire effectivement la personne a testé le produit, compris le produit, voulu réutiliser le produit, etc. Et donc et nous c'est un bon, on va dire prédicateur, c'est un bon élément prédictif en tout cas du fait que les gens vont rester engagés dans le produit longtemps, pas forcément du fait qu'ils vont s'abonner, parce que là il faut tenir compte d'autres facteurs aussi, mais en tout cas que les gens vont continuer à utiliser le produit si effectivement ils ont compris la valeur assez tôt. Quand tu dis partager, tu parles de referral ou tu parles de téléchargement de création? Je parle de téléchargement de création ou du fait, en fait, c'est possible aussi de poster depuis notre application directement vers les plateformes sociales. Et du coup, cette action-là, finalement, de sauvegarder un contenu et de le diffuser quelque part ou de le récupérer sur son téléphone. Quelles sont les techniques de rétention? Alors j'ai fait les techniques d'augmenter le taux de conversion. Maintenant, c'est plutôt de rétention que vous avez exploré. Enfin, pardon. Quelles sont les techniques que vous avez explorées pour augmenter la rétention utilisateur? Je pense notamment, je crois que c'était Snapchat qui avait une flamme en fait lorsque on envoyait quotidiennement des messages à une personne et on perdait la flamme si on arrêtait de lui envoyer des messages, et du coup ça pas ça forçait, mais ça inciter les utilisateurs à se connecter tous les jours pour envoyer un message à une personne. Est-ce que vous avez exploré ce genre de technique, ce genre de pattern? Oui, donc par rapport à la rétention, on n'a pas forcément fait des expériences, on va dire, de fonctionnalités qui ont été construites à la base pour améliorer ça directement. Je dirais que c'est plutôt on va regarder dans notre produit quels sont les usages récurrents et engageants. Donc qu'est-ce que font les gens qui restent longtemps et essayer de privilégier ces comportements-là. Donc ça va être par exemple
certaines personnes qui vont utiliser notre produit, qui vont rester, qui seront encore là dans 6 mois après l'avoir installé, c'est sûrement parce qu'ils font certaines choses dans l'application que d'autres personnes ne font pas. Ça peut être soit parce qu'ils utilisent certaines fonctionnalités, soit parce qu'ils utilisent certains types de contenus en fait qui se prêtent mieux à un usage récurrent que d'autres. Donc pour te donner un exemple de ça qui peut être parlant, ça va être les gens qui vont poster en story, qui ont par exemple un petit business ou un e-shop, et qui vont poster les reviews des gens qui ont acheté des produits. Donc 5 étoiles, super service, je recommande, etc. Avec le prénom de la personne ou sa photo. Ça c'est l'exemple en fait de voilà, quand on a un e-shop ou un petit business, en fait on peut, c'est typiquement quelque chose qu'on peut pouvoir faire tous les jours. Et donc ce type de contenu là, ça va beaucoup plus se prêter à un usage récurrent et fréquent que par exemple ouverture de boutique. Si on est un petit business, on n'ouvre pas tous les jours une nouvelle boutique par exemple. Et donc peut-être mettre plus en avant ce type de contenu ou essayer de développer plus ces aspects-là du produit. Voilà, pour que ce soit aligné avec le fait que voilà, les gens se servent souvent de Mojo pour créer du contenu. Et ce qui est aussi en fait aligné avec leur produire de la valeur, parce que ça veut dire qu'on les aide aussi à démultiplier, à créer plein de contenu facilement. Et pas juste un truc qu'ils vont faire une fois dans l'année. Donc ça c'est typiquement... donc je dirais que notre approche, c'est plutôt de regarder en fait les gens qui restent longtemps dans notre produit, qu'est-ce qu'ils font, et d'essayer de promouvoir cette façon d'utiliser le produit ou de développer ces aspects-là du produit. J'imagine que pour parvenir à faire cela, vous utilisez beaucoup d'outils de tracking et d'analytics au sein de l'application. Quelle est votre approche justement par rapport au tracking? Est-ce que vous traquez le moindre clic? Enfin, comment est-ce que vous abordez cette question-là d'un point de vue technique? D'un point de vue technique, je dirais que on va regarder de façon anonymisée les actions que font les utilisateurs, importantes. Et on va plutôt les associer à des verbes, c'est-à-dire voilà, sauvegarder, partager, faire telle édition, choisir ce modèle. Donc on va essayer plutôt de traquer des choses qui sont, on va dire, parlantes d'un point de vue comportemental, qui correspondent vraiment à une action qu'on arrive à s'imaginer. Je travaille en ce moment chez Carrefour, donc je participe au développement de leur application de drive et de livraison. Et je vais parler en termes de généralité parce que je veux pas avoir des problèmes, mais dans ce type de secteur, cette industrie-là, donc grosso modo, c'est une application qui permet de faire ses courses et de se faire soit livrer, soit d'aller les récupérer en drive. Il y a la question de aider les gens à faire leurs courses le plus rapidement possible lorsqu'ils ont l'application en main. Donc, quelque part, on essaie de réfléchir à trouver des moyens pour diminuer le temps d'utilisation de l'application. Sauf que l'une des questions que j'ai pu poser, et que je me pose toujours d'ailleurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas un aspect paradoxal dans le sens où si on diminue le temps d'utilisation, est-ce qu'on ne va pas diminuer aussi le panier moyen? Mais peut-être que diminuer le panier moyen, c'est pas une mauvaise nouvelle si on a 3 fois plus d'utilisateurs qui commandent. Tu vois, il y a parfois des paradoxes qui sont pas faciles à arbitrer sur l'expérience utilisateur, tu vois, par exemple. Parce que telle décision va peut-être radicalement améliorer l'expérience utilisateur, mais est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la boîte de l'améliorer radicalement si ça fait baisser le chiffre d'affaires? Ouais, je comprends très clairement. Bah, je peux peut-être te donner l'équivalent pour nous d'un point de tension majeur entre, on va dire, deux aspects du business. Nous, ça va être rétention et monétisation. On va dire, plus on est agressif à pousser les utilisateurs à s'abonner, et plus en fait, ceux qui veulent pas s'abonner vont pas rester à utiliser le produit sur le long terme, voire même ceux qui pourraient s'abonner, en fait, on peut les écurer un peu trop tôt et les perdre. Et donc les faire partir du produit et en fait avoir moins de gens en volume en fait qui se servent de l'application et du coup moins de visibilité et donc peut-être au final moins de revenus. Donc il y a ce point de tension en fait où est-ce qu'on met le curseur et je pense que ça c'est vrai sur plein de produits. Je sais que le documentaire Netflix, je crois, qui parlait de Facebook avait un peu ce triangle, si je me trompe pas, entre monétisation, usage et peut-être acquisition, partage, enfin referral.
et qu'en fait, ils pouvaient bouger le curseur un peu dans les 3 directions et au détriment des autres. Donc je pense qu'il y a toujours ces points de tension-là. Je pense que l'arbitrage aussi, des fois, c'est de ne pas privilégier le court terme au détriment du long terme. Parce que en tout cas, si on a l'ambition de faire un business important, mondial, qui résout un problème pour plein de gens, c'est rarement les optimisations de court terme qui permettent d'aller là. Donc avoir suffisamment, je dirais, de vision et de hauteur de vue pour pas, on va dire, sombrer dans l'appât du gain immédiat en disant voilà, on va être un petit peu plus agressif, par exemple. On arrive à la fin du podcast. J'ai mes petites questions emblématiques. Alors je dis emblématiques, mais la réalité c'est que ça fait que 2 podcasts, je crois que je les pose. La première, c'est si demain Mojo faisait faillite, donc que tu perdais tout, sauf tes compétences, sauf tout ce que tu as appris finalement. Qu'est-ce que tu ferais pour tout reconstruire? Quelles seraient les premières étapes? Avec l'idée de reconstruire le même business, le même produit? Par exemple. C'est une bonne question que je ne me suis pas posée. Je dirais que je pense que mon approche serait un peu différente de quand on s'est lancé, où je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur le tas et on avait peut-être une méthodologie un petit peu plus artisanale, je dirais. Je crois que si je devais recommencer demain, déjà les formats ont changé, donc je me lancerai pas sur les stories comme quand on a lancé Mojo il y a 3 ans. Donc déjà ça ce serait sûrement différent. Et la façon, et pour répondre à cette question-là, je pense que je partirais de la demande en fait. Si je m'intéresse toujours au marché de la création de contenu sur mobile, je regarderai ce que les gens font, les besoins que les gens ont. Donc je pense que la première chose que je ferais, c'est de parler en fait à des gens qui ont ces besoins-là. Donc ça revient un peu au point initial. Je pense que je repartirai à la case départ en fait. Sûrement je repostulerai à Y Combinator et je reparlerai des utilisateurs. Et je pense que je prendrai le problème comme un problème neuf, avec évidemment plus de compétences et sûrement plein d'endroits où je pourrais accélérer parce que j'aurais peut-être, on va dire, les étapes 1, 2, 3, 4 du raisonnement, je pourrais peut-être passer de 1 à 4 plus rapidement parce que je serais déjà passé par là. Si demain tu gagnais 1 million d'euros net d'impôts, je le précise, qu'est-ce que tu en ferais? Je pense que c'est à titre personnel ou plutôt ou c'est une question à titre personnel. À titre personnel, je pense que je m'achèterais une maison au bord de la mer d'où je peux télétravailler. Et je donnerais aussi à des associations qui je pense qui œuvrent pour le réchauffement climatique. Enfin, pour contrer évidemment le réchauffement climatique. Mojo est une entreprise full remote aujourd'hui. Je rebondis un petit peu sur. Bien sûr. Pas full remote. Tous les membres de l'équipe ont des contrats remote, donc ils ont la liberté de travailler d'où ils veulent. Mais on a quand même un bureau où les gens sont libres de venir avec suffisamment de place pour tout le monde. Donc je dirais, c'est comment on peut appeler ça, flex office peut-être, c'est le terme. Mm-hmm. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite lancer une app B2C? Je dirais de parler à ses utilisateurs et de se concentrer sur le produit. Où est-ce qu'on peut te retrouver, à toi et à Mojo? Alors Mojo, on peut nous retrouver sur Instagram, on est assez actif, mojo.video. Et notre site web aussi, mojo-app.com, où il y a aussi nos offres de job et un peu tout ce qu'on fait. Et moi, je suis pas une personnalité extrêmement publique, je dirais, mais je suis quand même présent sur Twitter, Jean_Patry, Patry. Et donc on peut me retrouver là-bas. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Lilian.